Et oui, et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier. Pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'accueillir derrière ce micro Jean-Claude Pont. Bienvenue, Bonjour. Jean-Claude Pont, spécialiste du commerce équitable. Oui. Alors, cette semaine, vous nous amenez, Jean-Claude Pont, vers le Brésil, Oui. donc pour parler des Yanomami. C'est un peuple qui est en péril ? Oui, c'est un peuple qui est en péril. Je parle de ça parce que viennent d'être publiés les résultats d'une enquête sur la santé des Yanomami. Et c'est catastrophique, principalement causé par le mercure, parce que les chercheurs d'or utilisent le mercure pour récupérer C'est l'or. ça, ouais. Or, j'ai cherché un peu pourquoi le mercure. C'est parce que le mercure, ça crée un amalgame avec l'or. Donc, c'est facile de détecter, retrouver de l'or trouver. dans la Ouais. multitude de roches, d'époux, Et le problème, c'est etc. qu'après, il s'écoule, le mercure. Alors oui, le mercure, c'est cool. Cet amalgame or-mercure, après, il faut arriver à prélever l'or. C'est-à-dire qu'on va chauffer pour faire s'évaporer le mercure. Donc il y a les vapeurs de mercure. Bon, il y a aussi des rejets de mercure dans l'eau, etc. Donc ça a causé des problèmes. Des dégâts au niveau de la santé on va y revenir. pour les Yanomami. Justement, ce peuple, vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui. sur Alors, leur mode de vie Yanomami, c'est ce qu'on appelle les peuples premiers. Donc, ils habitent la forêt amazonienne depuis des générations. On ne les connaît pas bien parce qu'ils sont restés très très longtemps des peuples qui vivaient dans la forêt sans contact avec on peut dire en la autarcie, civilisation, oui, ouais. en totale autarcie. C'est un peuple qui vit donc en pleine forêt amazonienne. Souvent, leur village, c'est une case centrale ronde, circulaire, qui est en plein milieu d'une clairière dans la forêt. Et là, ils vivent de la chasse, de la pêche, de la cueillette des plantes, et en totale autarcie. Et bon, depuis longtemps, les chercheurs d'or clandestins ont investi. Clandestins. Oui, ont investi la forêt amazonienne et ils sont arrivés dans cette région. Oui, alors c'est une région qui se trouve à la frontière entre le Brésil et le Venezuela, disons au nord-ouest du. Et c'est grand comme le Portugal à peu près. Alors oui, ce qui est grand comme Portugal, c'est une zone qui a été reconnue comme leur réserve, leur propriété en 1992. Donc, parce que déjà en 1992, on s'est alarmé du fait que les chercheurs d'or envahissaient cette région et créaient de la pollution et puis aussi massacraient. Il y a des meurtres, il y a des viols, il y a de la prostitution, il y a l'alcool, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent à ça. Hein. Donc en 1992, on a créé une réserve qui est grande comme le Portugal, à la frontière brésilo-vénézuélienne, qui devrait être un sanctuaire protégé. Mais bon, ça n'a pas été forcément le cas. C'est tellement immense, il n'y a pas de voie de navigation établie, de routes, etc. Donc les clandestins, les orpailleurs, on les appelle les garimperos, ont toujours continué à venir polluer, se dévaster, déforester aussi, hein, pour faire leurs mines et tout ça. Ils déforestent des zones importantes. Donc ils polluent l'eau avec les mercures. Est-ce que le gouvernement est intervenu, Jean-Claude Pont, pour Alors, mettre fin à le gouvernement est intervenu un petit peu. Après, il y a eu surtout toute la période où c'était Bolsonaro qui était au pouvoir. Donc là, lui, Bolsonaro a laissé les planteurs dévaster, déforester la forêt amazonienne pour cultiver du soja, du maïs, etc. Mais il n'a rien fait non plus pour empêcher les mineurs clandestins d'envahir ce pays. Ça fait que on évalue à peu près à 1000 hectares qui ont disparu tous les ans. Tous les ans, oui, pendant très très longtemps. Et 350 morts tous les ans aussi, directement liés à leur paillage clandestin. Hein. Oui. Et là, dans ces morts, c'est la moitié des enfants aussi. Hein. Parce que, alors, il y a des maladies, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Oui, c'est peut-être le moment d'en parler. C'est-à-dire que ce fameux mercure qu'on retrouve, il crée des malformations, il crée des problèmes de santé. Qui a été lancée pour déterminer les problèmes de santé de cette tribu. Et donc, le taux maximum de mercure qu'on peut avoir dans le sang, c'est 2 mg.
Et donc là, on a fait des prélèvements dans les cheveux, des prélèvements de salive chez des adultes, chez des enfants. Et 84% de la population dépasse ce taux de 2 mg, qui est déjà important. Hein. C'est immense le taux que vous venez de nous annoncer là. Et pour 10% de la population, c'est 6 mg, donc 3 fois les taux maximum. Donc, dans cette étude aussi, en analysant les cheveux, la salive, ça a permis d'établir qu'il y avait plus de 30% des indigènes qui avaient des maladies neurodégénératives. Hein. Et 55% des enfants de moins de 5 ans qui ont des retards cognitifs. Donc tout ça dû à la fois directement au mercure, mais aussi le fait de la pollution au mercure. Ça, comme ce peuple se nourrissait de poissons, de la chasse, de la cueillette, tout est pollué. Donc il y a la malnutrition, parce qu'ils peuvent de moins en moins se nourrir. Ils sont obligés de faire venir de la nourriture de l'extérieur, mais qui ne correspond pas du tout à leur mode de vie. Comme ils n'ont pas les moyens financiers d'acheter de la nourriture de qualité, il y a malnutrition, il y a donc l'augmentation des maladies. Par exemple, la grippe, là, en un an, elle a progressé de 640%. Ah oui. Il y a le paludisme aussi, parce que quand ils creusent des mines, là, ça fait des trous d'eau avec une eau stagnante, donc les moustiques qui s'installent. Et le paludisme, pareil, je ne sais plus de combien il a progressé. Donc paludisme, différentes maladies, malnutrition. Puis la perte d'identité aussi, parce que c'est ce que vous évoquiez par rapport à leur mode de vie. Ils ne peuvent plus avoir ce mode de vie de chasseurs de la forêt amazonienne. Il y a donc la prostitution liée à l'arrivée des clandestins, l'alcool, comme souvent, hein, pour beaucoup de ces peuples premiers, autochtones. Il n'y a pas qu'en Amazonie, hein, dans différentes régions du monde. Ce qu'on appelait les Esquimaux, c'est pareil, ils ont perdu leur identité culturelle au contact de la civilisation, et spécialement des clandestins, des orpailleurs, etc. Donc c'est un peuple qui est vraiment en danger. Alors Lula, le président Lula, lorsqu'il a été élu en 2023, a fait la chasse à ces orpailleurs. Ces fameux garimperos. Les garimperos, il a essayé de maîtriser toutes les rivières pour voir où circulaient les chercheurs d'or. Il a bloqué tous les aéroports clandestins qui étaient dans la jungle pour les empêcher d'être ravitaillés, d'exporter leur... Bon, ça a eu un effet. Il y a eu presque 20 000, je crois, de clandestins qui ont quitté la région. Mais bon, il y en a qui ne sont pas partis, qui ont peut-être migré un peu pendant un certain temps, puis qui sont revenus. Et donc, actuellement, on considère que c'était en partie un échec, quoi, parce que les garimperos sont toujours là, elles sont revenus. On parlait commerce équitable. On les évalue à 30 000 garimperos. 30 000. Le commerce équitable, est-ce qu'ils produisent des choses, les Yanomami, des articles qu'on peut acheter Oui, c'est ce que je voulais dire un petit peu. Nous, on travaille avec certains peuples en forêt amazonienne, mais ce peuple-là, non. On n'a pas en particulier, d'accord. Alors, je suppose, parce que bon, ils font de l'artisanat avec... si vous voyez... sur Internet, cherchez ce peuple-là, vous verrez les habits, les parures, tout ça. Je pense que donc il y a un artisanat, mais c'est une région très très isolée, hein, donc difficile d'exporter, d'importer, d'avoir des relations commerciales stables avec. Moi j'ai déjà dit plusieurs fois ici, hein, pour faire vraiment du commerce équitable, il faut qu'il y ait une filière qui soit assez importante, qui soit durable, qui permette d'être sûr d'avoir des approvisionnements réguliers, etc. Et c'est difficile dans ces conditions-là. Ouais, et au niveau scientifique ou au niveau tourisme qualitatif, il y a des possibilités de développement là-bas Moi, j'ai vu, c'est que, par exemple, c'est beaucoup le Canada. Il y a plusieurs ONG canadiennes c'est eux qui ont incité à lancer cette alerte et qui... il y a eu des enquêtes un peu pour génocide qui est lancée pour essayer de faire porter des responsabilités aux acteurs et peut-être les punir si c'est possible. Un grand merci à vous, Jean-Claude Pont, pour ce focus sur les Yanomami, ce peuple en péril. On espère que la situation va évoluer dans le bon sens pour eux. On vous souhaite une bonne continuation et on vous dit à mardi prochain si vous le voulez bien. Merci.